Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai beaucoup de plaisir à être devant vous aujourd'hui pour répondre à une question que les organisateurs du forum m'ont posée voici à peu près une année quand ils sont venus me chercher, à savoir comment je pouvais faire pour promouvoir l'image institutionnelle d'une entreprise du tabac. Je vais reculer un peu, pardon. J'avais envie de vous dire, enfin de répondre à cette simple question en vous disant simplement que c'était un challenge de tous les jours. Pourquoi c'est un challenge pour moi de tous les jours? Parce que BAT n'est pas une entreprise comme toutes les autres. Il y a beau avoir à peu près 1,2 million de fumeurs en Suisse, le capital sympathique qu'une entreprise du tabac possède, du fait de son histoire, du fait du positionnement de ces entreprises dans les années récentes, n'est évidemment pas le même qu'une entreprise qui vend du café en capsule et qui vous sera présenté tout à l'heure par un des orateurs, vous l'aurez bien compris. J'ai envie de faire dans ma présentation 3 points. Vous parler de BAT simplement en quelques mots pour la situer dans le panorama, de parler des obstacles et des limitations de la promotion de l'image institutionnelle de mon entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles et de limites, et parler finalement, et vous donner quelques clés, des outils qui sont à ma disposition aujourd'hui pour promouvoir l'image de mon entreprise et à savoir comment on les utilise. Il va être évidemment pour moi difficile de parler de toutes les entreprises du tabac, donc vous comprendrez bien que je me résume et je vais me focaliser sur mon employeur actuel, qui est British American Tobacco Switzerland, parce qu'évidemment c'est celui-là que je connais le mieux, bien qu'évidemment on connaît tous ses concurrents lorsqu'on est une entreprise. Alors simplement pour vous présenter très brièvement le groupe BAT, le groupe BAT est présent dans un peu plus de 180 pays du monde, il est leader sur 64 marchés. Il a à peu près 46 usines réparties dans 41 pays dans le monde et nous produisons un peu plus de 200 marques de produits de tabac, prioritairement des cigarettes, et nous employons à peu près 57 000 personnes à travers le monde. Comme vous êtes tous des chefs d'entreprise ici présents, j'ai quand même mis quelques chiffres pour illustrer également cela. Nous produisons 676 milliards de cigarettes par année au niveau du groupe. Son chiffre d'affaires, vous le voyez, c'est 69,7 milliards de francs suisses et son profit annuel tourne autour de 8,74 milliards. Nous investissons à peu près, parce qu'on investit quand même dans la recherche et le développement dans les entreprises du tabac, notamment pour les produits innovants. Nous investissons à peu près 243 millions de francs en recherche et en développement. Pour situer le marché mondial des cigarettes, eh ben vous allez peut-être être surpris, mais le leader sur le marché, c'est le monopole chinois, qui a à peu près 41,4% de part de marché dans le monde. BAT, avec ses associés, se situe comme étant la première entreprise à l'exclusion de la Chine sur ce marché, avec les 4 autres grands concurrents que sont Philip Morris, Japan Tobacco ou Imperial Tobacco. BAT en Suisse, pour le situer peut-être très brièvement, nous avons un siège et une usine dans le canton, tout au fond du canton du Jura, à Boncourt, l'ancienne usine Burus. Nous avons un siège commercial à Lausanne et nous possédons également un siège à Zoug. Le siège de Zoug s'occupe uniquement du marché du duty-free, du marché hors taxe dans le monde entier et nous employons à peu près un peu plus de 600 personnes en Suisse aujourd'hui. Les marques... Non, je ne fume pas. Donc il n'est pas nécessaire de fumer pour être employé dans une entreprise du tabac. Les marques que nous commercialisons des marques internationales comme Lucky Strike, Dunhill, Vogue, etc., Keynes, mais nous commercialisons aussi, et nous en sommes très fiers, des marques suisses comme la marque parisienne, la marque Marilon ou la marque Select, que certains d'entre vous sans doute connaissent. Et puis j'avais envie aussi, puisque je suis là devant vous aujourd'hui, de situer aussi l'importance du secteur du tabac en Suisse. Peu d'entre vous en ont peut-être conscience. C'est 8200 places de travail, malgré tout.
C'est des produits qui sont vendus dans 16 000 points de vente. Ça rapporte quand même 2,3 milliards de francs par année à l'État fédéral. Et ce 2,3 milliards qui représente à peu près, si je dois vous donner l'équivalent d'un paquet de cigarettes, 65% du prix du paquet qui va directement dans les caisses de l'AVS et qui est utilisé également pour promouvoir la production tabacole indigène, celle que vous ne trouvez pas très loin d'ici dans la Broye, mais qui est aussi utilisée pour financer la prévention anti-tabac et pour financer en fait nos adversaires qui sont les sociétés anti-tabac, puisque depuis 2004, à peu près 150 millions de francs ont été dépensés pour ce faire en Suisse. Je vais vous parler maintenant, après avoir brièvement exprimé ce qu'était BAT, vous montrer les obstacles et les limites que je rencontre dans mon activité quotidienne pour promouvoir l'image de BAT. En Suisse, mais c'est partout dans le monde à peu près la même chose, puisque nous commercialisons un produit sensible, l'environnement réglementaire est très important. Il y a des lois qui encadrent la vente du produit, l'âge minimum légal pour vendre son produit. Ça, c'est des lois qui sont constituées au niveau cantonal. Il y a quand même quelques cantons qui n'ont pas de limite d'âge, malheureusement, comme le canton de Genève ou à côté de chez nous, le canton de Neuchâtel, où vous pouvez avoir 12 ans et vous achetez un paquet de cigarettes. Nous avons longtemps milité pour un âge minimum de 18 ans et nous espérons que ça va être introduit au niveau fédéral. Il y a des lois qui concernent les taxes, ce qu'on appelle le droit d'assises, un terme un peu moyenâgeux pour exprimer les taxes, les restrictions de la publicité et du marketing, surtout au niveau cantonal, la réduction des risques, la promotion des nouveaux produits, des lois qui encadrent la fumée passive, des lois qui encadrent les déchets, ce qu'on appelle aujourd'hui la problématique du littering, et des lois, ou en tout cas des directives, qui encadrent le commerce pour éviter évidemment le commerce illicite. Comment BAT aujourd'hui, dans ces circonstances-là, appréhende la réglementation? Parce que pour nous, la réglementation est importante et on est un des rares produits, avec certaines autres comme l'essence, etc., qui sont taxés et fortement réglementés. Il y a au niveau fédéral une dizaine de lois et d'ordonnances qui encadrent la commercialisation des produits du tabac, qui vont des ingrédients à la façon dont on peut le commercialiser. À cela, vous ajoutez les différentes législations cantonales, donc vous pouvez multiplier par 26, mais vous pouvez aussi multiplier cela parfois par 2485, puisqu'il existe 2485 communes en Suisse, et certaines d'entre elles réglementent également l'usage que l'on peut faire des produits du tabac, notamment sur les fixins, ce qu'on met aux alentours des bureaux de tabac, ou que ce soit également dans d'autres domaines comme les champignons chauffants que vous avez sur les terrasses. Ça, c'est toutes des législations qui sont régies généralement par les communes. À cela s'ajoute, et c'est très peu connu, une série d'autorégulations que nous avons avec la branche de la cigarette en Suisse, avec nos concurrents. Nous avons depuis plus d'une vingtaine d'années un code qui s'appelle le code marketing, qui est sous la supervision de la commission de la loyauté en matière de publicité commerciale, qui est dirigée par une conseillère nationale fribourgeoise aujourd'hui, et qui réglemente très sévèrement et qui applique des restrictions, des autorestrictions à la branche en matière de commercialisation et de marketing. Et puis nous avons, au-delà de ça, à l'interne de l'entreprise, des règles, des limitations marketing qui nous empêchent de commercialiser notre produit de certaines manières. Et je vais vous donner simplement ici quelques exemples. Nous n'avons pas le droit d'afficher de la publicité, et cela va de soi, vous allez me dire, près des écoles. Mais nous n'avons pas non plus de publicité sur Internet. Les sites Internet que nous avons pour nos marques sont restreintes et vous devez avoir un âge minimum de 18 ans, introduire votre carte d'identité, les données qui sont sur votre carte d'identité pour y avoir accès. On ne fait plus de publicité aujourd'hui dans les cinémas. On ne fait pas, comme beaucoup le croient encore, on ne fait pas de placement de produits dans les films, etc. C'est interdit. On ne peut plus on essaie d'avoir un contact direct avec le consommateur, mais celui-ci doit être consentant et évidemment avoir plus de 18 ans. Et lorsque nous mettons de la publicité
dans les journaux, par exemple, ce qui est encore possible en Suisse. Ceci est très sévèrement contrôlé et nous faisons en sorte que lorsque nous mettons de la publicité dans un journal, plus de 75% du lectorat est un lectorat majeur. Et ceci est vérifié par un organe qui s'appelle la REMP. Et puis, puisqu'on va beaucoup parler aujourd'hui des réseaux sociaux, des médias, etc., nous n'avons pas le droit d'utiliser des médias sociaux pour faire de la publicité pour nos produits ou pour valoriser notre entreprise, parce qu'avec les médias sociaux, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vérifier l'âge des personnes qui sont sur ces médias sociaux. Et pour nous, c'est important de s'adresser uniquement à des consommateurs qui sont des consommateurs adultes. Alors comment, dans ces circonstances et dans ce carcan réglementaire et d'autorégulation, peut-on à la fois promouvoir l'image de son entreprise et être assez performant, puisqu'on a de plus en plus de réglementation et bientôt nous allons avoir une nouvelle loi sur les produits du tabac qui va encore plus restreindre les possibilités commerciales que nous possédons, et nous avons évidemment de moins en moins d'opportunités de pouvoir communiquer l'image de notre entreprise avec le public. J'aimerais tout d'abord, peut-être simplement, on l'a fait au début avec mes deux préopinants, simplement mettre en valeur qu'est-ce que c'est l'image d'une entreprise et qu'est-ce qu'elle véhicule exactement. L'image d'une entreprise, c'est pour la plupart du temps un jugement de valeur qu'on porte sur une entreprise. C'est un jugement qu'on porte sur sa personnalité intrinsèque. C'est un peu ce que j'ai appelé, entre guillemets, sur le slide, un goodwill, le degré de confiance que lui portent ses clients. Ça peut être vis-à-vis de l'entreprise en elle-même, mais ça peut être également vis-à-vis de certains de ses produits. Et cette image se distingue parfois, mais se confond la plupart du temps avec ce qu'on appelle l'identité de l'entreprise, ou plus clairement dit, ses valeurs. Et j'avais envie de prendre maintenant, de voir quels sont les éléments que j'ai, les outils que j'ai à ma disposition, tout en gardant à l'esprit cet aspect valeur, pour promouvoir l'image institutionnelle de British American Tobacco aujourd'hui. J'ai parlé de valeurs, puisqu'on parlait d'image, puisque j'ai dit que c'était très lié, parce que ces valeurs guident la gouvernance de notre entreprise et de toutes les entreprises. C'est valable pour une multinationale comme la mienne, mais c'est valable également pour des PME. Chaque entreprise a des valeurs. Elles déterminent, comme je l'ai marqué, la déontologie et l'éthique qui sont privilégiées et défendues par l'entreprise. Elles illustrent la plupart du temps la culture même de l'entreprise et c'est très important, elles participent au bon fonctionnement des relations que l'entreprise entretient avec ses parties prenantes. Chez BAT, nous avons 4 valeurs clés qui sont Great Place to Work, c'est-à-dire d'offrir à nos collaborateurs un excellent environnement de travail. Et c'est vrai que c'est super sympa de travailler chez BAT. On vous donne très rapidement des responsabilités. De favoriser l'esprit d'entreprise grâce à cet accès assez jeune aux responsabilités, c'est le cas chez nous. De se fixer aussi comme objectif d'aller dans le développement durable et la durabilité de nos produits et de chercher sans cesse l'innovation. J'y reviendrai tout à la fin de mon exposé. Comment ça se traduit en termes d'outils et d'objectifs, ce que je viens de vous dire? L'objectif pour moi, c'est de faire connaître BAT, et non pas ses marques, mais BAT comme entreprise en Suisse. C'est de faire aussi connaître BAT comme un employeur potentiel pour beaucoup de monde et pour certains étudiants qui sortent de l'université. Mais c'est aussi un moyen pour moi de positionner mon entreprise par rapport à mes concurrents. Et comme objectif principal, j'ai comme objectif de montrer que BAT, qui est une entreprise multinationale certes basée à Londres, dont le siège est à Londres, est une multinationale avec 200 ans d'héritage en Suisse. Je vais vous montrer pourquoi. Le premier outil que j'ai à ma disposition, c'est Walk the Talk, ce que j'ai appelé Walk the Talk. C'est d'être ouvert au dialogue, et c'est valable pour une multinationale, mais c'est aussi valable pour toute entreprise, qu'elle soit petite ou grande. C'est d'être ouvert au dialogue, c'est d'être le plus transparent possible sur les activités qu'elle fait,
dialoguer le plus possible avec ses partenaires, ce qu'on appelle ici les parties prenantes, et répondre aux sollicitations des médias. J'ai mis quelques exemples. Les sollicitations des médias pour une entreprise du tabac ne sont jamais les meilleures du monde. J'ai été chez À Bon Entendeur et vous pouvez vous imaginer que c'est jamais la meilleure situation dans laquelle on peut répondre aux médias que de participer à une émission de télé telle que celle-ci. Mais voilà, c'est des choses auxquelles on doit faire face. Le deuxième outil que j'ai à ma disposition, et vous l'avez tous également, c'est ce que j'ai appelé l'employer branding. C'est les enquêtes de satisfaction qui sont menées par un des partenaires aujourd'hui, Bilan, la satisfaction des employés au travail. C'est les enquêtes de satisfaction qui sont menées parfois auprès des étudiants qui font des classements. C'est aussi mettre en valeur son entreprise dans certains magazines spécialisés de ressources humaines en montrant les qualités qu'offre l'entreprise pour de nouveaux potentiels employés. Et c'est de participer à des forums, notamment dans les universités, pour montrer les possibilités qui existent. Et ça, chacun peut le faire, que ce soit une multinationale ou une plus petite entreprise. Le troisième outil que j'ai à ma disposition, c'est la mise en valeur de ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociale de l'entreprise et la responsabilité sociale de BAT. C'est comment une entreprise tient compte de son impact économique, social et environnemental dans la façon dont elle fonctionne. Et c'est pour moi aussi un moyen de mettre en évidence BAT dans ce domaine. Pourquoi ? Parce que BAT a été peut-être, au niveau multinational, l'une des premières entreprises au monde à se préoccuper de responsabilité sociale. Même si l'on est une entreprise du tabac, malgré tout, déjà dans les années 90, même si la responsabilité sociale de l'entreprise est aujourd'hui un espèce de buzzword très très souvent utilisé, c'est quelque chose qu'on a mis en évidence. Et BAT estime, comme je l'ai mis, qu'il est fondamental pour une entreprise durable d'être responsable et d'agir en tant que tel tout au long de la chaîne de valeur, ce d'autant plus qu'on commercialise un produit controversé. BAT a mis au centre de cette relation ses partenaires, ses parties prenantes. Elle les a sans cesse interrogés depuis le début des années 2000 pour savoir comment elle devait faire mieux, comment elle devait mieux répondre aux attentes de la société. Et pour ce faire, nous participons à des réseaux de responsabilité sociale. Nous sommes membres du réseau Filias, certains d'entre vous connaissent peut-être. Nous avons été récipiendaires d'un prix qui met en évidence notre partenariat avec Caritas Vaud. Nous soutenons par exemple la Fondation Mode d'Emploi qui vise à réinsérer ici dans le canton de Vaud des personnes qui ont eu de la difficulté dans leur vie professionnelle. Pour vous montrer que c'est ça aussi qu'on peut mettre en évidence dans l'image, dans les outils que j'ai pour montrer comment BAT fonctionne. Et une autre façon, cette fois plus à l'international, nous sommes listés depuis une douzaine d'années maintenant dans ce qu'on appelle le Dow Jones Sustainability Index, et nous avons obtenu depuis la 12e année consécutive le plus haut standard, ce qu'on appelle le Platinum Standard, qui est décerné par Dow Jones, qui valorise en fait les entreprises les plus responsables en commercialisant leurs produits. Nous en sommes évidemment très fiers. Pour vous donner des exemples beaucoup plus concrets, beaucoup plus tangibles de ce qu'on a fait et de ce qui peut être fait, étant donné qu'on a des mégots de cigarettes, nous avons développé avec la Fondation Summit Foundation un petit cendrier de poche en fer blanc recyclable. Nous en avons déjà distribué 750 000 en Suisse gratuitement. Nous avons des partenariats avec les villes, la ville de Lausanne, certains cantons comme le canton du Jura ou d'autres, la ville de Lucerne, la ville de Berne, pour justement distribuer aux fumeurs ce genre de cendrier, pour éviter justement les problématiques des déchets et pour les sensibiliser à cette problématique. Un second outil que je possède également en matière de responsabilité sociale et de ce que BAT peut apporter à la société, nous avons une fondation qui s'appelle la Fondation British American Tobacco, tout simplement, qui était l'ancienne fondation Select,
qui a été développé par M. Burrus. M. Burrus avait une passion pour la photographie. Il a collectionné d'importantes photographies des années 50, 60 et 70. Lorsqu'on a racheté l'entreprise, nous avons évidemment fait circuler ces photographies, puis nous les avons vendues à New York chez Christie's, et avec l'argent, nous avons remis ça dans une fondation qui vise à promouvoir la photographie et qui vise à promouvoir tous les 2 ans en remettant un prix aux jeunes talents de la photographie. Un quatrième outil, et je vais être encore rapide, un quatrième outil dont j'ai à disposition et que vous avez tous, c'est la mise en évidence des célébrations internes de l'entreprise. Nous avons fêté le 23 mai dernier les 200 ans de notre usine à Boncourt, et c'était une occasion pour nous de montrer que nous étions présents depuis 200 ans dans le canton, que nous étions un des plus grands employeurs et un des plus gros contributeurs de canton, du canton du Jura, et que nous étions très fiers d'être là. Et nous avons tenu une journée de célébration où plus d'une vingtaine de médias ont été présents, ont relaté l'événement autant bien en Suisse qu'au niveau international. Et puis un cinquième outil que j'ai à ma disposition, c'est la mise en évidence de nouveaux produits à risque réduit dont vous avez certainement entendu parler puisqu'il y a tous les jours des articles à ce sujet, que ce soit la cigarette électronique, évidemment, qui risque de faire peut-être son apparition légale en Suisse dans quelques années, mais c'est aussi des produits, comme vous le voyez sur votre droite, qui sont le snus, c'est ce tabac à mâcher qu'on met sous la langue ou sous la bouche et qui permet d'avoir de la nicotine. Ces 2 produits ne connaissent pas de la combustion, donc sont beaucoup moins dangereux qu'une cigarette traditionnelle. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère avoir répondu à certaines de vos attentes. Et Christophe Berda est maintenant prêt à répondre à toutes vos questions, et comme c'est un homme courageux, même les plus insidieuses. Alors, il y a une main qui se lève là. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Berda, pour votre exposé. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de votre entreprise. Donc, je me présente Michael Dupertuis, EcoWiz, et aussi secrétaire général des Verts libéraux. Et notamment, je pense que là où on a des choses à apprendre, vous ne l'avez pas exposé, c'est dans la communication que vous avez aussi avec les politiques. Parce que, en reprenant vos chiffres, j'étais assez surpris que vous arriviez en fait à mettre en valeur les 2,3 milliards qui tombent à la TVA pour environ 10 milliards de frais médicaux qu'on a pour soutenir justement vos produits dans l'organisme de nos citoyens. Et aussi les 8200 employés que vous avez comparé aux 9000 personnes qui sont mortes par année dues à la cigarette. Comment arrivez-vous à motiver justement les politiques à vous soutenir dans ces démarches-là? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Merci beaucoup. Oui, je vous remercie de votre question. C'est évidemment toujours un challenge, et comme je l'ai dit au départ, de pouvoir... Motiver, ce n'est pas forcément le terme que j'utiliserais, hein, mais c'est de faire prendre conscience à des politiciens que malgré tout, nous sommes là, et c'est le cas pour BAT depuis 200 ans, que nous fournissons des emplois, que nous nous adressons qu'à des consommateurs adultes dans la communication que nous faisons, que nous avons des règles d'autolimitation qui sont assez claires et assez drastiques dans la façon dont nous communiquons sur nos produits. Et c'est aussi de les sensibiliser au fait que nous avons de nombreuses campagnes qui sont faites en faveur de la société, etc. Alors bien sûr, certains d'entre eux n'achètent pas le discours que je suis en train de vous faire aujourd'hui, et c'est tant mieux, il faut une pluralité de discussions, mais malgré tout, il y a peu d'entreprises en Suisse qui apportent 2,3 milliards dans les caisses de l'AVS, il ne faut simplement pas l'oublier. Merci. Une autre question? Au fond. J'allais exactement poser cette question. Donc, oui, vous vivez constamment dans un paradoxe parce que ici, ne nous voilons pas la face, tout le monde sait que la consommation régulière de tabac est mauvaise pour la santé et en plus elle est... et nous le reconnaissons. Et absolument. Et en plus elle est addictive. Donc il y a un vrai paradoxe
de mettre ce produit sur le marché. Donc il est clair que la consommation de tabac et la promotion de tabac va être de plus en plus réglementée. Comment voyez-vous l'avenir de votre secteur d'activité? Parce qu'il y a bien un moment où les contraintes seront telles que vous ne pourrez plus communiquer du tout. Je ne suis peut-être pas aussi pessimiste que vous sur la façon dont on pourra communiquer dans les prochaines années. Ça, c'est des questions d'opinion. La deuxième chose, comme je vous l'ai montré dans le 5e outil que nous avons à disposition, c'est aussi de mettre à disposition des consommateurs des produits qui sont différents de ceux de la cigarette traditionnelle, avec les risques qu'entraîne la combustion du produit, etc., mais de mettre sur le marché des produits innovants, des produits tels que la cigarette électronique, mais il y en a d'autres, des produits qui vont être chauffés, etc., et qui permettront peut-être de sortir du dilemme que vous avez mentionné tout à l'heure. C'est une des pistes, évidemment, qui est recherchée, je pense, par l'ensemble des entreprises du tabac aujourd'hui dans le monde. Une autre question? Moi, j'en ai une à poser, mais là, son poids de... Alors, Daniel Herrera. Oui, juste une question par rapport à un élément qui m'a ramené à un petit passé que j'ai vécu aussi. Chez Romand d'Énergie, on essayait de dire, et on le disait clairement, qu'un des objectifs, c'était de réduire la consommation d'électricité. C'est un objectif stratégique, de faire en sorte que nos clients consomment moins. C'est assez difficile à faire passer comme message, notamment vis-à-vis des médias. Votre intérêt, c'est de vendre un maximum. Puis là, vous dites que vous militez en faveur d'un âge minimum, voilà, légal minimum à de 18 ans, etc. Comment est-ce que vous l'expliquez quand on vous le reproche, de la même manière qu'on nous l'a reproché, électriciens, puis qu'on vous dit, allez, dites la vérité? Non, je crois qu'on a toujours été clair à ce niveau-là, à savoir qu'on voulait s'adresser à des fumeurs qui sont des fumeurs adultes, autant bien dans un magasin que sur Internet. Et la seule façon, c'est le cas dans beaucoup de pays du monde, c'est 18 ans. Là, en Suisse, avec la structure fédérale que nous connaissons, ce n'est pas possible ou c'est pas aussi facile d'obtenir un âge minimum de 18 ans partout. On doit s'en accommoder. On a essayé de faire changer les choses. Peut-être dans quelques années aurons-nous un âge minimum de 18 ans. En ce qui s'agit de la consommation, je crois que toutes les mesures qui ont été prises aujourd'hui par les autorités de santé publique sont des mesures qui aujourd'hui fonctionnent. On n'a pas besoin d'une législation supplémentaire puisqu'en l'espace de 10 ans, la consommation des produits du tabac a baissé de 25%. Donc il faut croire que les politiques de santé publique aujourd'hui développées, soit au niveau cantonal, soit au niveau de la Confédération, fonctionnent. Donc pour nous, avec les lois qui sont existantes et avec justement les autoréglementations que nous avons, nous estimons que c'est amplement suffisant. Merci. Y a-t-il une autre question dans cette salle? Alors, ici au centre, un micro s'il vous plaît. Bonjour, Laurent Caillère. Bonjour. Une question, je vous entends parler de diminution de la communication, réduction de la consommation, en allant jusqu'au bout du processus. Si vous deveniez complètement discret, voire invisible du grand public, qu'en serait-il? Je ne pense pas qu'on ait été jusque-là dans la démarche ou peut-être dans la réflexion. Peut-être certains stratèges, oui. L'objectif pour une entreprise telle que la mienne, puisqu'évidemment, vous l'avez mentionné, il risque d'y avoir dans ces prochaines années, en tout cas en Europe, plus de réglementations qui vont empêcher la communication sur les produits et sur nos marques, c'est d'avoir un accès direct avec le consommateur, de pouvoir directement communiquer avec lui, que ce soit dans le point de vente, lorsqu'il achète son produit. C'est pour ça que nous estimons que dans le point de vente, une publicité doit rester, puisque ça permet aux consommateurs de faire un choix, de savoir quelles sont les nouveautés sur le marché, mais aussi de pouvoir faire un choix avisé lorsqu'il achète son produit. Et puis, c'est d'avoir une communication 1 à 1 avec le consommateur, notamment par Internet, puisque ça nous est encore possible, mais de façon sécurisée, en s'assurant que ce consommateur est bien un consommateur adulte, qu'il a consenti à recevoir de la communication de notre part et qu'il est justement un consommateur adulte puisqu'il aura dû fournir
la preuve en conséquence. Lorsqu'un adulte s'inscrit sur nos bases de données, par exemple, il doit fournir une copie de sa carte d'identité ou de son passeport. Et aujourd'hui, quand vous avez un distributeur automatique de cigarettes dans un endroit, dans un restaurant, vous devez prouver que vous avez 18 ans, soit auprès du restaurateur, soit en y glissant une preuve, c'est-à-dire une carte de crédit, ou pas une carte de crédit, c'est-à-dire votre passeport, qui ensuite libère pour vous la possibilité de faire un achat. Merci. Allez-y, monsieur. Oui. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Benoît. J'aurais juste une question, puisque vous avez parlé de communication et de transparence. Sur les composants des cigarettes. Bon, j'ai quelques décennies derrière moi. Quand j'ai été jeune, j'ai effectivement consommé les premières cigarettes et j'ai vite arrêté. Aujourd'hui, on voit qu'un jeune de 14 ou 15 ans qui commence à fumer ne s'arrête plus. Pouvez-vous, puisque vous parlez de transparence et de franchise dans votre communication, nous dire ce qu'il y a dans le tabac que fume le jeune ou le fumeur? Je ne suis plus fumeur du tout et je ne le serai jamais plus. Et j'espère que mes enfants ne le seront jamais, même mes petits-enfants. Il n'y a pas tellement de secret, à part peut-être le secret de fabrication de la cigarette, puisque chaque cigarette a un processus de fabrication différent. Chaque année, nous devons communiquer auprès des autorités de santé publique suisses l'ensemble des ingrédients et des composants qui rentrent dans la fabrication de ces cigarettes. Elles sont vérifiées chaque année. Donc il y a une espèce de contrôle malgré tout, que ça soit en Suisse, mais que ça soit dans tous les pays du monde, notamment en Europe, où il y a un processus très strict. Vous pouvez avoir accès à l'ensemble des ingrédients et des composants de votre cigarette, en tout cas sur notre site internet, où il y a un site qui s'appelle bat-science.com, et là vous mettez simplement la marque que vous fumez, et vous avez accès à tous les ingrédients, les produits chimiques qui composent votre cigarette. Merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme du temps qui était imparti pour les questions. Merci à Christophe Berda, je vous prie d'applaudir. Oui. C'est bon, j'ai allumé le micro. Ouais. Nous avons le plaisir maintenant d'accueillir une personnalité, une étoile montante d'un grand groupe international. C'est un pur hasard, il a fait un petit passage chez BAT également. Aujourd'hui, il est le patron suisse d'une entreprise qui est une véritable success story parce que la naissance de Nespresso, elle est récente si on l'applique à l'histoire industrielle de ce pays et même de cette région dans laquelle cette marque offre de très nombreux emplois sur le site d'Orbe, sur le site d'Avanches, et puis bien sûr, il y a toute la direction qui est concentrée à Podé, dans la banlieue est de Lausanne. Il a fait des études à la HEC de Lausanne. Il a séjourné en Asie. Il connaît très bien le marché asiatique, mais aussi le marché allemand dans lequel il a été actif. Et depuis 2008, il est le directeur de Nespresso Suisse. Il ne reste plus beaucoup d'entreprises ou de domiciles privés où la petite capsule n'est pas entrée. Aujourd'hui, mesdames, il est venu sans lui, mais peut-être que si vous l'applaudissez très fort à la fin, Georges Clooney fera son apparition un jour avec Pascal Oettinger. C'est à vous.